Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. L'ex-PDG de Celsius Network a été arrêté pour fraude. On en discute avec Francis Gosselin, notre économiste. Salut Francis. Salut. Donc, on avait investi là-dedans, nous autres, hein? Celsius Network. Je dis on, pas toi et moi, mais Non, fort heureusement. le CDPQ. Le nous impérieux de la Caisse de dépôt et placement du Québec, effectivement, avait mis 200 millions de dollars dans Celsius Network quelques mois à peine avant que l'entreprise disparaisse pratiquement. Là, et selon Il toute faisait quoi, vraisemblance, Celsius Network? c'était une plateforme là, liée aux crypto-monnaies, là, essentiellement. Puis, tu sais, c'est toute la crise là, de cet univers là, fabuleux là, de la monnaie qui crée de la valeur sans ne rien créer, là, ultimement. Et donc, Celsius donc, était une entreprise là, qui avait connu une croissance vraiment stellaire, mais selon toute vraisemblance, c'était un peu comme on appelle ça en économie, un schème de Ponzi, là, c'est-à-dire qu'il prenait l'argent des uns et des autres pour rembourser les premiers. Évidemment, la Caisse n'a pas commenté l'arrestation, ni même n'a pas été très avare de commentaires là, depuis que Celsius s'est effondré. Mais grosso modo, ce qu'on apprend aujourd'hui, là, notamment dans les pages du journal, c'est que l'ancien président là, de l'entreprise, Alex Mashinsky, a été arrêté aujourd'hui. Il fait face à 7 chefs d'accusation, pas mal liés à la question de la fraude. Et puis, il faut juste rappeler que l'ancien CFO, là, directeur financier de l'entreprise, a lui aussi fait face à la musique. Là. Donc, ce n'est que le début, enfin, c'est la fin de la fin, si tu veux tout savoir, pour ces gens-là. Puis, de manière générale, je pense que là, on a eu une période là, pendant la pandémie notamment là, de grand enthousiasme envers les crypto-monnaies, mais clairement cette époque-là là, est définitivement révolue, là, comme on le voit là, avec toutes ces plateformes là, frauduleuses là, qui s'effondrent et dont les dirigeants sont accusés là, de différentes malversations. Est-ce que tu penses même que ça va disparaître? Les crypto-monnaies, ben, tu sais, il y a quand même une certaine utilité là, à ce type d'instrument-là, plus tu sais, interne peut-être à certaines entreprises ou vraiment entre organisations financières, mais ça fait longtemps que la plupart des gens qui regardent ça de près sont assez convaincus que la notion que les crypto-monnaies sont des monnaies, là, c'est-à-dire un moyen d'acheter des carottes puis des 7-Up, là, c'est fini cette époque-là. Donc, il y a une dimension technique là, qui permet peut-être d'espérer que entre institutions financières, ça accélère, par exemple, certaines transactions. Mais la notion que ça va rester là, à terme là, une réserve de valeur ou un moyen de paiement, là, pour moi, c'est pas mal mort là, maintenant. Fait que toi, ça te prend de la vraie argent pour acheter des carottes et des 7-Up. Moi, c'est ce que... ou du troc, ou d'autres formes. Mais, tu sais, qu'on dématérialise la monnaie, c'est une chose, mais qu'il y ait des monnaies ex nihilo qui émergent, qui sont assurées par personne, qui sont pas adossées à une banque centrale ou garanties par un gouvernement, pour moi, c'est pas une proposition de valeur qui est très intéressante. Puis pas mal tous les experts de la finance semblent s'aligner là, sur cette opinion-là maintenant. La prochaine information, pour vrai, m'a fait sourciller lorsque je l'ai entendu. Donc, nouveau record pour le loyer moyen au Canada qui dépasse 2000 $ par mois. Et ça, on parle pas des plus chers, on parle du loyer moyen. C'est sûr que j'imagine que, bon, les villes de Vancouver, de Toronto font monter la moyenne, mais quand même, c'est impressionnant. Oui, tout à fait. Là, c'est effectivement une information qui a été publiée sur le site spécialisé rentals.ca qui montre une inflation là, d'à peu près 7,5% d'année sur année là, des loyers moyens au Canada. Comme tu le dis, il y a des disparités d'une région à l'autre. Puis comme tu l'as bien indiqué, là, c'est certain que les logements là, à Vancouver notamment là, sont parmi les plus chers au Canada. C'est intéressant, je regardais ce matin là, pour mon travail normal, là, mais l'évolution du prix du logement au Canada depuis un an, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé à augmenter le taux directeur au Canada. Dans plusieurs provinces, le prix de l'immobilier a baissé.
Je pense que c'est la Saskatchewan ou le Manitoba, là, où c'est comme moins 8% environ le prix des propriétés. Le Québec est comme à moins 3, là, fait que c'est pas une grosse variation. Mais à Colombie-Britannique, malgré que le taux directeur soit passé de 0,25 à 5%, le prix de l'immobilier a continué à augmenter d'à peu près 3-4% depuis un an. Et donc, là-bas, là, le logement une chambre à Vancouver, tiens-toi bien, c'est 2945 $. Fait Pour une chambre? J'imagine que c'est un 3,5, puis un 4,5, un 2 chambres, c'est 3863 $. Je sais pas combien toi tu payes de loyer ou peut-être même d'hypothèque, mais en tout cas, c'est comme des montants. C'est démesuré, là, c'est complètement... à 4 000, mettons, par mois. Là, on fait un chiffron, 12 mois par année. C'est C'est quasiment 50 000 48 000 Ouais, par année. Après impôt, puis évidemment, Oui, il faut aussi se nourrir, mettre une voiture, de l'énergie dans la voiture. Fait que non, ça n'a pas de sens. Ce qui fait que les gens là-bas soit gagnent beaucoup d'argent, là, 100 000 et plus, soit carrément doivent quitter la ville. Il n'y a pas vraiment le choix. Après, on parle de loyer moyen. C'est sûr qu'il y en a sûrement à la moitié de ce prix-là, mais c'est des taudis. Fait que grosso modo, tu payes 2000 $ puis tu habites dans un demi-sous-sol, pas d'éclairage, pas de chauffage. C'est comme ça n'a aucun sens. Tu sais, hier, tu me disais que tu n'étais pas vraiment en accord avec le fait qu'on ait encore haussé le taux directeur. Est-ce que c'est un peu à cause de la disparité, justement, entre ce qui se passe à Vancouver, où tu dis que ça ralentit pas l'immobilier? T'sais, ils vont pas par province, là, eux autres, c'est le pays c'est le pays en entier lorsqu'on fait une hausse comme ça. Oui, ben il y a toujours ce problème-là quand on regarde l'inflation. Puis, tu sais, je sais pas si je t'ai déjà raconté, Jean-François, mais ma première job sérieuse de toute ma vie, je travaillais pour Statistique Canada et je contribuais à élaborer le panier de biens de consommation standard qui est utilisé dans le calcul de l'inflation. Bref, mais et ce que j'ai constaté dans ce premier emploi-là de ma vie, c'est qu'évidemment, même à la limite, le prix des tomates, du brocoli, de l'essence, des loyers n'est pas le même que tu habites à Forestville ou à Gatineau, à Rouyn-Noranda ou à Bromont. Puis après, la Banque du Canada, elle apprend ça, Vancouver, Saint-Jean-de-Terre-Neuve et tout ce qui est entre les deux, tu sais. Puis elle fait un chiffre, elle prend un chiffre d'inflation puis elle ajuste son taux. Mais imagine, tu sais, le Canada, au moins, on a une forme d'homogénéité, tu sais, ça se ressemble, mais imagine en Europe, il y a une banque centrale pour l'Italie, c'est fou, l'Islande. C'est fou quand tu vois ça, évidemment. Puis aux États-Unis, c'est la même chose. Tu as des grandes disparités entre New York, San Francisco, puis tout ce qu'il y a entre les deux dans le Midwest. Donc, effectivement, actuellement, on administre un remède de cheval sur la base de données qui sont largement biaisées par Toronto, Vancouver, Montréal dans une moindre mesure, alors que dans les régions, à la campagne, c'est pas les mêmes réalités, c'est certain. Je pense perdre du poids parce que j'en ai pris un peu dans la pandémie, puis la quarantaine fait en sorte que c'est dur à perdre. Mais là, tu vas peut-être me donner une autre bonne raison de faire attention à ma ligne. Ben, c'est pas très sérieux, c'était un peu pour rire, mais en fait, c'est une entreprise là, néo-zélandaise, là, Air Nouvelle-Zélande, qui menait une étude. Là, fait que c'est pas vraiment quelque chose qu'ils vont mettre en place, mais essentiellement, ils demandaient aux passagers de les peser avant d'embarquer dans l'avion. Ça peut être un peu gênant, quand même. Je sais pas s'ils faisaient ça très discrètement, mais grosso modo, c'est pas nécessairement dans une logique de faire payer les gens autant que pour la distribution du poids dans l'avion. Puis c'est drôle, tu sais, je veux pas, encore une fois, faire de mauvais humour, mais un avion, évidemment, la quantité de carburant nécessaire, la vitesse, etc., c'est assez déterminant, là, tu sais, il faut mettre la bonne quantité de fuel, puis ça dépend du poids des bagages, et un élément qu'on estime, mais qu'on connaît jamais précisément, c'est le poids des passagers. Puis là, il y a beaucoup de vols à chaque jour qui partent, puis tu sais, c'est un peu la loi normale, là, tu sais, de manière générale, le monde, il pèse tant de livres. En moyenne, tant, ouais. En moyenne, sauf qu'un jour, tu roules les dés, tu sais, 1000 fois, ben à un moment donné, un jour, tu as un groupe de gens, disons, plus lourds, qui a pris tout en même temps, les 300 passagers. Ça va prendre plus de fuel. 250 livres. Ça va prendre plus de fuel, mais notamment, si tu ne le sais pas, ben tu pourrais être à court de carburant. Tu sais, fait que, effectivement, c'était l'exercice auquel s'est prêté Air Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est intéressant parce qu'il constate en fait que le poids moyen des passagers
adulte masculin était de 93,4 kg. Donc là, je sais pas si ça dit quelque chose aux gens à la maison. C'est presque 200 livres. C'est 200. Ouais, fois 2,2, ça fait 206 livres. 206 livres pour les hommes. Crime, c'est beaucoup. Ouais, je sais pas. Moi, je pèse dans ces eaux-là. Là, Jean-François. Non, mais moyen, ouais, c'est ça. Moi, je suis bien en deçà. Ouais, puis pour les femmes, c'était 78, donc 171 livres, le poids moyen. Puis ce qui est un petit peu drôle, ça m'a fait rigoler aussi, Jean-François. Puis là, tu sais, je te parle de ça parce que imaginons qu'on transfère ça en prix. Ça veut dire, que les hommes paieraient plus cher que les femmes, certainement. C'est 93 à 78. Évidemment, les enfants auraient un bon discount parce que la moyenne des enfants était de 34 kg, donc à vrai 75-80 livres. Et ce qui est drôle, qui m'a fait aussi beaucoup rigoler, c'est que l'hiver, les hommes, en moyenne, on parle de très grand nombre, en moyenne, les hommes pèsent 2 kg de plus l'hiver. Et les femmes aussi à peu près. Un petit gras d'hiver. Fait qu'on prend en moyenne toute la population qui prend l'avion, là, mais à peu près 5 livres pendant l'hiver qu'on repère pendant l'été. Et donc, c'est une question de sécurité ici, Jean-François, mais je serais quand même intrigué parce que, tu sais, aujourd'hui, les compagnies aériennes font peser les bagages et souvent, ils nous chargent, pas nécessairement au poids, mais au nombre de bagages additionnels. Pourquoi? Parce que ça leur coûte plus cher. Si tu as un bagage, il pèse 20 kilos, ben forcément, ça leur coûte plus cher de faire voyager l'avion. Fait que, imaginons qu'on appliquait cette même logique-là aux humains. Je pense qu'il y aurait quand même des manifestations majeures dans les aéroports. Là. Ça c'est sûr. Mais on parle pas juste de personnes en bon point. Là. Tu sais, je veux dire, il y en a des... Plus ça va, plus les gens sont grands. Il y en a des colosses. Là. Des fois, je les regarde dans l'avion, je fais, il devrait payer un supplément parce que, pas de sa faute, là, ça veut pas dire qu'il est en surpoids, mais il empiète un peu sur mon espace à moi tellement, tu sais, on dirait que les sièges d'avion, on n'a pas changé ça depuis 60 ans. Non. Mais l'humain a beaucoup grandi et grossi depuis 60 ans. Puis l'autre affaire, c'est que moi, ça me coûterait plus cher lorsque je reviens du tout inclus que quand j'y vais. Parce que généralement, je suis plus pesant. C'est les margaritas, tu penses qu'ils te font prendre du poids? C'est l'ensemble de l'œuvre, j'imagine. Ça dépend de la destination, hein, Jean-François Barry. Moi, sans vouloir me péter les bretelles, j'ai fait un petit saut de puce en Europe la fin de semaine dernière pour le travail. Et je travaillais peu, puis j'étais là quand même 4 jours. J'ai marché à peu près 15 km par jour pendant mon voyage et je suis revenu pas mal certain plus léger que quand je suis parti. J'ai spécifié Europe, donc, tout inclus. Hein? Faut choisir ses destinations de voyage en fonction des objectifs de poids. Je pense que exactement. C'est de cette chronique. C'est comme ça. Mais cette année, je vais emmener juste un enfant parce que là, l'autre, il a trop grandi. Tu restes à la maison. On va aller dans la jungle au Vietnam. C'est très intéressant comme chronique. Yes. Salut, Francis. À demain. À demain. Ne ratez plus rien. Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application